Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée. Vous me voyez très bien entouré. Je suis Antoine Allard, le directeur de la communication de Cap Digital, et on est ravis de vous accueillir dans le studio de Cap Digital, au cœur de nos locaux du 10e arrondissement, pour ce nouveau Data et Business Day, le deuxième du genre dédié aux données de la RSE. On a un programme très fourni ce soir avec de nombreux intervenants de premier plan. Donc, on va faire très, très rapide sur l'introduction. J'ai le plaisir de donner tout de suite la parole à Denis Berthaud, président du GF2I, avec qui nous organisons cet événement. Antoine, merci. Bonsoir à tous. Quelques mots d'introduction rapide. L'idée de cette journée, de ce Data et Business Day, c'est de rapprocher ceux qui ont des données à vendre ou à donner, peu importe le modèle économique, et de rencontrer les réutilisateurs de ces données. Donc, il y a des thématiques. La première était la ville intelligente. Là, nous sommes sur les données de la RSE. Il y aura d'autres thématiques l'année prochaine. C'est un partenariat que nous avons avec Cap Digital qui fonctionne très bien et nous avons pris en keynote cette année, cette fois-ci, Open Data France, à qui je vais passer la parole avec son délégué général, Jean-Marie Bourgogne. Jean-Marie. Merci beaucoup, Denis. Je suis Jean-Marie Bourgogne, délégué général de l'association des collectivités qui sont engagées dans un mouvement d'ouverture de leurs données, aux données publiques. Alors, toutes les données n'ont pas vocation à être en open data, elles peuvent parfois être partagées dans des cercles plus restreints, mais on accompagne les collectivités sur la réflexion, au fond, sur le partage de leurs données. Alors, bien sûr que je vais intervenir un peu sur le sujet des données venant des acteurs publics, collectivités locales ou acteurs publics des niveaux nationaux. Juste pour vous dire qu'au fond, quand on aborde le sujet de la donnée, on peut en parler en général. Mais aujourd'hui, on est vraiment interpellé par les citoyens, par les élus sur des sujets sociétaux très importants. Et l'environnement en est un. Il y en a d'autres, la santé, vous le savez, j'y reviens pas. Et sur l'environnement, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet de la donnée. Il y a bien sûr la donnée au service de l'environnement, ce qu'on appelle data for green, dans le langage un peu codé, crypto-numérique peut-être. Au fond, c'est ces données très nombreuses, très riches, qui permettent de créer des services pour améliorer notre relation à l'environnement. On dit souvent données responsables pour la transformation écologique. Eh bien, ces données-là sont très souvent difficiles à trouver, elles sont parfois pas publiques, pas ouvertes, dans des silos, alors qu'on a besoin de créer des données vraiment beaucoup plus transverses. Et donc, on a un gros programme d'accompagnement sur ce sujet-là, de réflexion aussi avec la Fondation Internet Nouvelle Génération, pour travailler sur le pouvoir de la donnée au profit de l'environnement. Alors, ça permet de créer assez vite des outils de transparence pour les citoyens, des outils aussi de redevabilité. Ce qu'on appelle redevabilité, c'est au fond l'acteur public qui rend compte de ses politiques publiques sur ces sujets-là. Ça permet de créer de l'innovation en permettant à plein d'acteurs de produire des services, des données, de l'innovation en fait, à travers l'open innovation qui est cher d'ailleurs à ce lieu, à Cap Digital. Et ça permet aussi d'avoir des tableaux de suivi pour pouvoir en fait regarder ce qui se passe dans les territoires. C'est à la fois une question qui concerne les collectivités locales, les entreprises qui travaillent pour les collectivités locales, puisqu'elles sont aussi concernées par l'open data. Alors là, on est dans la donnée publique, mais on peut dire aussi que les acteurs privés peuvent produire des données qui ont un intérêt général, elles ont une propriété qui est celle de l'entreprise, mais au fond, elles concourent à un bien commun, une compréhension du territoire. Ça, c'est tout le volet de la donnée pour l'environnement. Et alors, on mène un sujet qui est très intéressant et qui est étroitement lié, qui est aussi le contraire, qui est l'environnement pour la donnée, green for data, vous l'avez compris. Et en fait, c'est quoi? C'est dire, au fond, le numérique crée énormément d'externalités négatives, c'est quasiment 14% de notre consommation électrique mondiale, 12% des gaz à effet de serre. Donc on voit que le poids du numérique est très fort. Aujourd'hui, beaucoup de réflexions sont menées sur la sobriété numérique, sur l'éco-conception des services numériques. Il y a une loi qui a été signée le 16 novembre, qui est très récente, sur ce sujet-là. Et la data fait partie de ce monde numérique. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi important que Netflix, pas aussi important que les réseaux sociaux, mais on estime que le poids de la data, les data centers, la gestion des fichiers, la transmission de ces informations correspond à peu près 15% de la totalité de l'énergie et du numérique. Et donc ces 15%-là, il faut les adresser. On ne peut pas
produire de la donnée n'importe comment. Et aujourd'hui, un élu le demande, les habitants s'y intéressent. Et donc, notre réflexion sur le Data for Green, c'est Green for Data plutôt, c'est dire quelles sont les bonnes pratiques d'éco-conception d'un service data, comment faire en sorte que la donnée ne soit pas à son tour un sujet de pollution, d'énergie, etc. Et donc, on essaye de mener ces deux sujets-là. Alors, on le fait aussi avec l'Institut du numérique et responsable, là, qui est quand même Green IT, bien connu, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, bien entendu avec l'État. Hein. Et donc, bon, j'avais l'occasion de présenter des slides, on n'aura pas trop le temps de le faire parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intervenants qu'il faut tous écouter. Il y aura des slides, mais vous verrez notamment beaucoup d'exemples sur, en tout cas aujourd'hui, la façon dont l'État, les ministères, les collectivités rendent compte de leur politique autour de l'environnement grâce à des tableaux de bord. On voit que la data vise aujourd'hui est devenue systématique. On n'accepte plus de recevoir un fichier codé, texté. Hein. Ça ne sert à rien de publier un fichier sur ce qu'on fait, que ce soit les zones de ZFE, que ce soit le verdissement de la flotte de voitures, que ce soit les nappes phréatiques, que ce soit la rénovation énergétique des bâtiments publics. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des tableaux de bord qui représentent très simplement l'évolution de ces politiques-là et qui permettent aux gens de comprendre de quoi il s'agit. Donc, on est engagé dans ces sujets-là, donc autour de la data vise. Et alors, j'avais plein d'exemples à présenter, mais au fond, on m'aperçoit que les gens qui vont me suivre sont présents, donc ils le feront mieux que moi. Voilà. Merci Jean-Marie. Je vais peut-être passer la parole à Virginie. On va accueillir Virginie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Juste peut-être un mot, j'insiste sur ce que tu as dit, Denis. On est vraiment sur une soirée de mise en relation entre des producteurs de données, le Green for Data, Data for Green, des données également sur le champ de l'innovation responsable dans toute sa composante. Et l'idée, c'est de vous les présenter pour que vous puissiez vous en saisir, pour que vous puissiez utiliser ces données, que ce soit pour développer des nouveaux produits ou services innovants, que ce soit aussi pour piloter, vous le disiez, votre politique RSE, si vous êtes dans une grande organisation, qu'elle soit publique ou privée. C'est vraiment tout l'enjeu de ces Data et Business Day, et plus précisément de celui qui nous réunit ce soir. Virginie, je te laisse présenter le programme. Virginie, juste un mot pour dire que demain, nous serons tous producteurs et réutilisateurs de données. La data, c'est vraiment le sang du numérique. Pas de data, pas d'IA, pas de bonne data, pas de bonne IA. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de bonne prise de décision, pas de bonne stratégie. Donc, on voit bien qu'on est au cœur, et là, on est dans un contexte B2B, c'est-à-dire c'est les données des professionnels, qu'ils soient publics ou privés, aux professionnels, qu'ils soient publics ou privés. C'est vraiment le contexte. La qualité de la donnée est vraiment la priorité. Le prix, j'allais dire, est accessoire. Voilà. Merci, Denis. Nous avons 10 intervenants. On va commencer avec Antoine Carrette, qui est directeur adjoint du numérique pour la région Île-de-France. Je vous invite à poser des questions au fur et à mesure des interventions. Et toutes les questions que vous aurez, bien sûr, seront redirigées vers les différents intervenants. Je vous en prie, Monsieur Carrette, avec grand plaisir. Voilà. Je vous laisse. Merci beaucoup. Les slides. Alors, je suis mauvais élève, je n'ai pas préparé mes slides, mais donc du coup. Pas de souci, pas de souci. Voilà. On vous écoute quand même. Je suis venu vous faire un témoignage. Donc, Antoine Carrette, je suis directeur adjoint données numériques et Smart Région au Conseil régional. Et à compter du 1er janvier, nous créons un pôle transformation numérique avec une direction des systèmes d'information, une direction de la donnée et une direction du numérique et de l'innovation. Donc, des projets en perspective. Je suis déjà venu il y a 2 ans lors du précédent Data Business Day et vous présenter la stratégie territoriale de la région et l'offre de services qu'on peut vous proposer. La particularité de la région, c'est qu'on représente un territoire vaste à l'échelle des usages du quotidien, mais qu'on ne va pas être producteur de données au sens commun du terme, c'est-à-dire que la donnée qu'on produit, c'est un pouillème. En revanche, on va avoir un rôle de catalyseur, d'accélérateur, de facilitateur, de catalyseur d'écosystème, c'est-à-dire mettre ensemble différents types, différents producteurs et réutilisateurs autour de cas d'usage, autour de modèles économiques, de projets que vous pouvez porter, pour construire ensemble des référentiels dès lors qu'il y en a besoin. On peut soutenir des projets. La région offre un certain nombre de dispositifs de soutien à des projets d'innovation, puisque une de ses compétences majeures, c'est le développement économique, notamment, mais bien sûr aussi le soutien à la transformation, la transition environnementale
les lycées, etc., la formation professionnelle également. Ce qu'on vous propose, et la manière dont je vais m'exprimer devant vous ce soir, c'est de vous dire que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos projets, de votre expression de besoin, pour déterminer, pour orienter aussi, orienter notre feuille de route d'ouverture des données et de dispositifs, d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt qu'on pourrait lancer. Pourquoi ça ? Parce que Jean-Marie Bourgogne évoquait l'open data. On a, nous, au titre de la région, bien sûr, la politique d'ouverture des données, qui est un élément essentiel de transformation interne et externe vis-à-vis de nos publics. Mais ouvrir de la donnée, produire de la donnée hors de son contexte initial de production, ça a un coût. Ça a un coût, et donc on ne peut pas se permettre, et personne ne comprendrait, aucun financeur, aucun élu, aucun décideur ne comprendrait, se lance dans une politique d'ouverture comme ça, sans regarder où on va. On a besoin d'être tiré par les usages et de démontrer, cas d'usage par cas d'usage, qu'on va créer de la valeur ajoutée pour le territoire, puisque dans le cas de la région, on est sur une vision territoriale, mais de la vision de la création de valeur pour les écosystèmes territoriaux, donc écosystèmes économiques, associatifs, académiques, territoriaux, enfin toutes ces réalités-là. Donc, sur le fond, je viens vous interroger plus que vous proposer un catalogue de données. Évidemment, le catalogue de données, vous pouvez le consulter sur le site de la région, sur l'open data de la région, et sur notre plateforme Île-de-France Smart Service, qui propose également un concentrateur de données territoriales. Mais simplement, du coup, voilà. Je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers nous pour nous exprimer votre besoin, en lien avec Cap Digital, bien sûr, qui est aussi notre partenaire sur cette animation d'Open Innovation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Carrette. Alors, quand on parle de données, surtout en ce moment, on ne peut pas faire l'impasse des données de santé publique. Donc, je vais appeler Monsieur Lestrade pour venir parler des données de santé publique. Si vous voulez bien nous rejoindre, je vous laisse le micro et puis avancez vos slides directement avec la petite machine. Gauche-droite, avancez. Oui, vous pouvez. Si Non, vous voulez, vous avez raison. Je vais le garder pour. Pas de souci. Étant donné que je travaille à Santé publique France, il vaut mieux que je le garde. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Yann Lestrade. Je travaille à Santé publique France. Santé publique France, c'est une agence sanitaire, à peu près 750 personnes, qui dépend du ministère de la Santé. Et je suis donc directeur de la data au sein de Santé publique France, et la data représente une cinquantaine de personnes. Donc, on met à disposition beaucoup de données. Vous voyez, maintenant vous voyez. Ah si, vous voyez. Nous mettons depuis plusieurs années des données sur les maladies qui sont issues de systèmes de surveillance. Donc, on a monté beaucoup de systèmes de surveillance qui permettent de collecter les cas de maladies que vous connaissez tous, le VIH, la tuberculose, etc., etc. On a aussi des données sur les déterminants. Par exemple, pour compléter ces données de surveillance, on va mener des enquêtes auprès des Français pour connaître surtout les comportements. Donc, on va mener des enquêtes pour connaître, par exemple, la proportion de personnes qui fument, la proportion de personnes qui consomment de l'alcool, etc., les comportements sexuels. Voilà. Donc, tout ce qui n'est les comportements, c'est vraiment les informations qui ne sont pas dans les bases de données médico-administratives ou dans les systèmes de surveillance. Donc, il faut vraiment qu'on les collecte à partir d'enquêtes. Et puis, bien sûr, on a produit beaucoup de données sur le Covid. Où ces données sont disponibles? Eh ben, on a une sorte de trépied. On a d'abord ce qui s'appelle Géode, c'est un portail d'indicateurs. Donc, vous voyez géode.santépubliquefrance.fr. Si vous allez sur ce portail, vous allez avoir à disposition tout un tas de données disponibles sur les maladies et les déterminants, et aussi, bien sûr, sur le Covid. Depuis l'année dernière, on met énormément de choses sur data.gouv, beaucoup de fichiers CSV qui sont exclusivement dédiés au Covid.
Et je vous expliquerai pourquoi on a mis ça sur data.gouv. Et puis, depuis peu, on a un dashboard sur le Covid qui s'appelle Info Covid France, et je vous ai mis le lien ici. Alors, je vais vous montrer quelques exemples graphiques, enfin représentatifs. Donc, Géode, c'est à peu près 70 thématiques et 800 indicateurs. Un indicateur, c'est vraiment une statistique. Donc, ça va être, par exemple, le nombre de malades, le nombre de personnes qui sont infectées par telle maladie ou une proportion, etc. Ici, par exemple, vous avez, je vous ai mis un exemple sur les données de VIH. Et sur Géode, vous avez à chaque fois, pour chaque indicateur, une représentation cartographique, un tableau que vous voyez à droite, que vous pouvez exporter sous un format Excel ou CSV. Et puis, vous avez aussi, je ne vous l'ai pas montré ici, des graphiques et puis une synthèse. Donc, en fait, c'est assez simple à utiliser. Vous avez des lettres. Si vous cherchez le VIH, vous allez à la lettre V. Et ensuite, à la lettre V, vous allez avoir toutes les pathologies qui commencent par la lettre V, dont le VIH. Si vous voulez du Covid, vous allez à la lettre C, et puis vous cherchez Covid, puis l'indicateur qui vous intéresse. Alors, on a mis pour le Covid des indicateurs à échelle vraiment fine. Et l'utilité de ces déclinaisons très fines, c'est pour que vraiment le grand public prenne conscience des enjeux liés à l'épidémie, de rendre plus concret le niveau épidémique à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, et puis de faciliter la compréhension et l'acceptation de la population aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie. Les indicateurs qu'on produit sont utilisés directement par le ministère de la Santé pour mettre en place les mesures de restriction que vous connaissez tous. Donc, quand vous parliez en introduction de qualité de données, il faut vraiment que les indicateurs soient de qualité, parce qu'on sait que si on se trompe dans l'indicateur, on peut éventuellement prendre des mauvaises mesures et confiner les gens, alors que si nos indicateurs étaient faux. Donc, c'est hors de question. Et là, vous voyez qu'on est descendu sur la représentation de droite là, à un niveau IRIS. Donc, l'IRIS, c'est des quartiers de communes pour que chaque habitant en France puisse connaître le niveau épidémique vraiment de son quartier, et qu'il prenne conscience que oui, le taux d'incidence est très, très élevé, et que c'est peut-être la raison pour laquelle on va fermer les restaurants et prendre ou confiner les gens. Le deuxième point, donc c'est, je vous ai dit, la mise à disposition sur data.gouv.fr. Donc, on a une page Santé publique France qui contient tous les jeux de données qu'on propose. Là, vous voyez, c'est quelques exemples de jeux de données. Tous les indicateurs que vous entendez sur le Covid, c'est-à-dire le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes vaccinées, le nombre de personnes infectées, les taux d'incidence, etc., c'est nous qui les produisons, et on les met tous les jours sur data.gouv. Donc, c'est assez intensif, puisque tous les jours, on met à peu près 2 gigas de données en open data, qui sont actualisées chaque jour. Donc, en fait, quasiment tout le temps, nos programmes tournent pour pouvoir fournir des indicateurs mis à jour tous les soirs. Alors, vous voyez qu'au milieu, là, c'est Santé publique France. On met les indicateurs en dessous sur data.gouv. Et à partir de data.gouv, il y a énormément de gens qui se greffent, et notamment le dashboard du gouvernement. Mais vous avez aussi l'application Tous Anti-Covid. Quand vous utilisez Tous Anti-Covid, vous voyez les indicateurs. Ces indicateurs proviennent de data.gouv, qui proviennent des fichiers qu'on a mis en place. Et puis, vous avez aussi entendu parler de Covid Tracker. Il y a tout un écosystème de data scientists, de data journalistes qui prennent ces fichiers CSV sur data.gouv. Et puis enfin, le dernier, voilà, notre dernier moyen de communication, c'est Info Covid France, où on a des représentations. Donc, c'est vraiment un dashboard où on a des représentations interactives avec des graphiques et des tableaux. Pardon. Et donc, pour finir, quelles sont les conditions tarifaires ? C'est une licence ouverte, il n'y a aucune condition, libre accès et réutilisation par tous, sans restriction technique, juridico-financière, et vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Je vous remercie. Les adresser à Yann Lestrat, qui sera ravi d'y répondre. Alors, comme c'est un événement hybride, il y en a une partie ici, il y en a une partie de l'autre côté.
Et c'est le cas de l'intervenant qui arrive justement maintenant, Romain Siama, directeur général d'Atmotrack. Romain, êtes-vous en ligne? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Super bien. Vous allez juste me dire quand vous voulez que je passe les slides, puisque c'est moi qui le ferai à distance. Voilà. Pas de souci, vu On qu'il vous n'y en a que écoute. deux, il n'y a pas de souci. Du coup, nous, Atmotrack, donc on est une société qui propose de la mesure de la qualité de l'air partout sur le territoire. En fait, on a des capteurs qui viennent se représenter en fait sous cette forme qu'on va pouvoir venir installer sur des véhicules, du mobilier urbain, des bâtiments, et qui vont permettre en fait d'avoir de l'information, de la donnée un peu partout sur le territoire. Donc en fait, ce qu'on vient mesurer, donc ça va être à la fois les polluants de la qualité de l'air extérieur. Donc on va voir par exemple les particules fines. Donc on va souvent entendre parler de PM10, PM2,5. On descend aussi jusqu'au niveau des PM1 les oxydes d'azote, donc tout ce qui va être NO, NO2, qui sont plutôt issus, eux, de tout ce qui va être un peu pollution automobile sur le territoire, donc vraiment sur de la pollution qui va être liée à l'urbain. Tout ce qui va être ozone, donc là on va plutôt être sur de la recombinaison de polluants en second temps sous les effets du soleil, donc c'est pour ça qu'on entend souvent parler de pic d'ozone plutôt lors de l'été. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être plutôt ammoniaque, donc qui va être là lié soit à des épisodes, par exemple d'épandage qui vont arriver sur la collectivité, mais aussi on commence à en voir de plus en plus en urbain, lié au trafic, avec justement les nouvelles normes pour tout ce qui va être diesel, pour justement contrer l'émission de dioxyde d'azote qui est vraiment très élevée en ville, et on vient injecter de l'ammoniaque en supplément pour dans les moteurs, et donc du coup on vient se retrouver du coup avec un peu plus de présence d'ammoniac aujourd'hui dans les villes. Donc toute cette partie vraiment de polluants, on a, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment sur cette partie vraiment de fiabilité de la mesure qu'on a mis l'accent du côté d'Atmotrack, avec vraiment toute une partie justement de calibrage en fait des données en amont du déploiement des capteurs, mais aussi pendant. On a des traitements qui viennent dire en fait quelle est en fait la précision, la justesse de la mesure. Et c'est notamment dû aux conditions météo, aux conditions de mesure, parce qu'on va avoir des capteurs fixes, on va avoir des capteurs qui vont être installés sur des véhicules. Et en fait, un véhicule, en fonction de sa vitesse, on va avoir des données qui vont être plus ou moins fiables. Donc, nous, de notre côté, on a un brevet qui nous permet d'avoir une donnée qui est fiable jusqu'à 80 km/h, mais on va en fait avoir des phénomènes en fait, d'impacteurs naturels qui vont nous permettre en fait à certaines particules fines de ne plus être vues par le capteur à partir d'une certaine vitesse. Et donc justement, c'est une information qu'on va venir donner au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va donner une donnée, on va aussi avoir une note de fiabilité par rapport en fait aux conditions dans lesquelles la donnée a été produite. Comment est-ce que on va pouvoir venir justement l'exploiter derrière. Donc pour venir créer cette note de fiabilité, on vient remonter soit pour nous, soit si c'est une donnée qu'on peut donner et qu'on peut rendre aux personnes qui l'utilisent, la position GPS et la vitesse du véhicule. Donc là, ça va vraiment dépendre des partenaires avec qui on travaille sur justement la disponibilité de cette donnée, qui peut être un élément un peu pas attendu, mais privé sur cette génération de données. On a tout ce qui va être température, humidité pour plutôt avoir les conditions météorologiques dans lesquelles a été réalisée la mesure. Et aussi la typologie. Donc, quand on parle de typologie de mesure sur la partie qualité de l'air, en fait, sur la partie mesure officielle, on a plusieurs grandes typologies de mesures. Donc, on va avoir les mesures de fond qui vont plutôt être éloignées en fait de toute source d'émission, qu'elles soient industrielles ou liées au trafic. On va avoir donc les mesures réalisées dans le trafic. Donc là, ça va être tout ce qui va être capteur urbain, tout ce qui va être capteur trafic ou installé sur des véhicules. Et ensuite, on va avoir des capteurs qui vont être soit liés à des activités vraiment très précises, comme par exemple pour la mesure, la surveillance des ports, des aéroports, qui elles, du coup, vont avoir aussi un poids et une signification différente dans leur exploitation. Et une autre data qui vient être récupérée par nos capteurs, c'est le niveau sonore, où justement, ça vient nous permettre de savoir si s'est passé quelque chose du côté en fait de l'activité humaine à côté du capteur.
Donc là, c'est pas forcément de la donnée qui va être exploitable en tant que telle pour les collectivités ou même pour les industriels, parce qu'on va plutôt être sur de la mesure où on va avoir besoin d'un niveau DBA qui va être plutôt lié à ce que l'utilisateur le citoyen va percevoir. Donc là, on est plutôt sur toujours un indice pour venir en fait mieux qualifier la mesure de qualité de l'air qui a été réalisée. Donc aujourd'hui, notre réseau, donc les données dont on dispose, on est présent sur toute l'Europe, donc avec un premier maillage qui est basé en fait sur les données d'open data, comme on a pu le voir précédemment, qui sont générées du coup par les réseaux publics de mesure de la qualité de l'air, sur lesquels on vient appliquer justement un premier niveau justement de traitement pour générer de la donnée partout sur le territoire. Et ensuite, en fonction des besoins, on vient densifier avec nos capteurs la mesure sur certains territoires. Donc là, c'est les ronds verts qui apparaissent un peu plus foncés sur la cartographie, où on vient justement avoir plus d'informations, plus de densité de mesure pour avoir une donnée plus précise et justement aller au plus proche du territoire dans la compréhension. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc là, l'objectif de cette donnée de qualité de l'air, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit adapté à vos services. Donc, c'est pas juste une donnée brute de qualité de l'air qui est souvent envoyée. On est plutôt à travailler là directement avec les métiers pour plutôt récupérer des informations, des données métiers, venir les croiser nous de notre côté et rendre en fait un flux directement sur une API qui soit exploitable et directement intégrable en fait dans vos outils. Donc, dans vos outils, ça peut être soit des outils métiers. On travaille beaucoup sur tout ce qui va être activité plutôt productrice de pollution pour justement les aider à mieux maîtriser justement l'impact de la pollution qu'il va avoir à l'extérieur de leur site par rapport à celle qui est produite sur le site pour vraiment avoir une information sur quelle est la pollution qui est inhérente à mon activité et pas qu'on vienne me reprocher justement la pollution qui vient d'ailleurs. Et on a tout ce qui est justement donné sur des métiers qui vont être plutôt impactés par cette pollution. Donc, on va avoir tout ce qui va être justement domaine de la santé, de la recherche, domaine tout ce qui va être ERP, donc les établissements qui reçoivent du public, avec par exemple des jeunes enfants, des crèches, où on va justement pouvoir fournir ces informations-là. Et au final, en fait, c'est toutes ces activités, toutes ces applications qui vont en fait croiser ces différents secteurs, mais qui vont être plutôt dans un rôle en fait de qualité de vie en fait des citoyens. On va avoir par exemple tout ce qui va être GPS pour vélo pour avoir le chemin le moins pollué. Donc là, on va être à la fois sur un domaine, donc le domaine du transport, qui est un domaine émetteur de pollution, et sur le domaine de la santé. Donc en fait, on vient croiser ces différents secteurs, ces différentes cœurs métiers qui vont être intéressés par la donnée pour justement créer des applications et des services pour le grand public. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'adapté qui soit le plus simple et que vous n'ayez rien à faire de votre côté pour l'utilisation en fait des données. Donc, on est capable en fait de venir rajouter des capteurs sur des points spécifiques quand il y en a besoin, ou juste en fait déployer un réseau quand on a besoin de données sur un territoire beaucoup plus grand. Tout ce qui va être traitement, croisement de nos données avec vos données métiers, pour tout ce qui va être, pour créer en fait des points d'API personnalisés, que vous n'ayez plus qu'à vous brancher dessus pour justement avoir la valeur ajoutée pour vos services. Le ticket d'entrée pour l'accès à ces données, c'est aux alentours de 4 000 € par an pour l'accès aux données d'un territoire. Donc, quand on parle de territoire, ça va être souvent des groupements de communes, des collectivités, tout ce qui va être métropole. Et au-delà, donc, on va être plutôt sur du sur-mesure. Ça va dépendre aussi du nombre de capteurs que l'on a, nous, sur ce territoire-là, et ce qu'il y a besoin de venir densifier ce maillage pour justement avoir des tarifications plutôt sur mesure selon les zones d'études. Donc, on est partout présent en Europe. On travaille aussi à l'international. Là, sur la partie internationale, on est plus en termes de vente de capteurs. Donc, on n'est pas forcément sur des données qui vont nous appartenir et qu'on va pouvoir venir réutiliser. Mais si besoin, on peut toujours aller se rapprocher de nos partenaires pour voir si justement mettre un accès à ces données qui sont réalisées sur d'autres territoires peut être possible. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je regarde dans la salle s'il y a une question, peut-être. Mais sinon, s'il y en a
On entend? Pardon. Pardon. J'ai pas entendu Alors, la je question. repose ma question. Il y avait peut-être une question dans la salle pour certains, et sinon, donc, je demandais à Géoptis de venir compléter ces données qui sont aussi en lien avec Atmotrack. Voilà. Je vous laisse le- Oui, parfait, merci. Bonsoir à tous. Donc Jean-Baptiste Drexler, je suis le directeur général délégué de Géoptis. On va peut-être commencer par présenter Géoptis. Géoptis, c'est une filiale de La Poste qui a été créée et incubée au sein de la BU des nouveaux services à La Poste. Et on est parti de l'idée qu'en mettant un capteur sur un véhicule de facteur pendant une tournée de distribution, on pouvait collecter de la donnée et répondre à différents cas d'usage. L'idée est d'arriver à répondre et à révéler la donnée des territoires où on a d'un côté un outil de data vise au carrefour du croisement du décisionnel, des SIG, des EO services, mais aussi révéler la donnée du territoire parce qu'on collecte une donnée qui a priori n'est pas mécaniquement ou explicitement disponible. On va aller la chercher cette donnée et on va la rendre disponible en déployant les véhicules du facteur sur tout le territoire. Les dispositifs de collecte de données se sont étoffés dans le temps puisque, en plus des véhicules des facteurs, on peut impliquer des réseaux tiers. Si je prends l'exemple de certains projets, on a impliqué les vélos de Stewart, qui est également une filiale de La Poste, ou des bâtiments pour avoir des mesures fixes, notamment fait dans le cadre de la mesure de la qualité de l'air, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le procédé, il permet d'offrir des données avec une très forte granularité spatio-temporelle. Ce sont des véhicules qui passent partout, tous les jours, de manière régulière, rue par rue, et de capter une information qui du coup va être très dense. On est en capacité de collecter de la donnée de façon manuelle, enfin ponctuelle, pardon, de manière récurrente, voire même de faire du monitoring quotidien. Et ça, c'est induit par le type de données qu'on va chercher à collecter. On est dans un angle vraiment proche de ce que soulignait Jean-Marc Bourgogne tout à l'heure avec le Green for Data. C'est-à-dire que là, pour le coup, les véhicules circulent déjà tous les jours et on n'a pas une empreinte carbone supplémentaire générée par l'acte de collecte de la donnée. Et ça, c'est un vrai point clé qu'on a dans la maîtrise de nos processus et la manière dont on collecte la donnée. Les données qu'on collecte, elles visent à répondre à plusieurs enjeux. Je vais en citer quelques-uns, mais il y a notamment le fait de toujours répondre à des cas d'usage et de gérer le lien de cause à effet entre les composantes d'une équation sur ce cas d'usage. Si je prends la qualité de l'air et les déperditions thermiques, vous voyez le lien intime entre les deux, et avoir des données packagées qui conjuguent ces différents univers de données peut faire sens pour les clients qu'on adresse. Il y a aussi éclairer la prise de décision et le suivi des actions engagées. La donnée, elle doit servir à la fois à décider, mais aussi à piloter, à juger de l'efficacité de ce qu'on a pu engager. Elle doit aussi servir à articuler le temps long pour programmer et le temps court en donnant des leviers d'action immédiats. Et c'est souvent un point clé dans les moteurs, dans l'action des collectivités, qui est l'essentiel de la cible qu'on adresse. Elle doit permettre de créer une appréhension commune du territoire et d'objectiver les échanges. On soulignait tout à l'heure l'importance d'impliquer le citoyen. Une donnée qui est collectée par un facteur qui vit le territoire tous les jours comme l'ensemble des citoyens est une donnée qui permet une meilleure implication. Et puis il y a aussi un attachement fort à maîtriser les conditions de collecte de la donnée, de respecter les protocoles existants. Si je prends l'exemple de la téléphonie mobile sur lequel on opère également, on est attaché à respecter par exemple les protocoles et préconisations de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation en place. Les solutions qu'on adresse sont toujours tirées par des cas d'usage, et si je focus sur des sujets liés à la RSE, il y en a un qui est direct, c'est la mesure de la qualité de l'air qu'on adresse avec Romain, dont vous venez de faire la connaissance, puisqu'on déploie à l'aplomb des véhicules des facteurs des capteurs Atmotrack sur de plus ou moins larges territoires et également sur les bâtiments de la Poste. Antoine Carrette doit connaître le sujet, mais on est actuellement déployé sur tout le territoire de la région Île-de-France 600 microcapteurs de mesure de la qualité de l'air, 500 en mobilité, 100 en fixe, pour Air Tarif, en collaboration avec la région Île-de-France. Sur le sujet de la qualité de l'air, Romain disait tout à l'heure, on peut contextualiser la donnée. Il y a vraiment une idée des 5 sens derrière. Le capteur d'Atmotrack, c'est un nez. Le bruit, c'est les oreilles. Nous, on va rajouter la vue à ça. En déployant une caméra sur le véhicule du facteur adjoint à la donnée de qualité de l'air, vous êtes capable de contextualiser également l'environnement dans lequel a été prise cette donnée. Est-ce qu'il y a une envolée de particules fines parce que j'étais dans des bouchons? Est-ce que la circulation est entravée à cause de travaux, à cause de la collecte des ordures ménagères, par exemple? Enfin, tout un tas de sujets qui, in fine, permettent d'instruire et de donner des leviers d'action immédiats à la collectivité en conjuguant différents sens sur la collecte. On a également développé des solutions autour des mesures de déperdition thermique qui s'adressent en 2 volets. Il
Il y a la déperdition thermique des bâtiments pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments et où l'idée est de dresser un véritable cadastre numérique où, grâce à des caméras thermiques, à de l'intelligence artificielle qui est couplée, on est capable de définir des indicateurs, des KPI de déperdition et de contextualiser aussi ça en disant sur un bâtiment, j'ai tant de surface vitrée, tant de surface murée, où sont mes points clés de perte. Et ça peut permettre aussi de guider l'action de la collectivité dans l'accompagnement des rénovations thermiques. Et en rénovation thermique, on a également développé une autre solution aussi sous un angle RSE. Il y a des villes qui sont équipées de réseaux de chaleur pour le chauffage urbain. Ces réseaux peuvent présenter assez régulièrement des fuites et repérer ces fuites est un enjeu clé. Et parfois, il peut se passer des semaines et des semaines avant qu'on ait repéré l'endroit où est la fuite. Cette même caméra thermique, qui au lieu de regarder les murs à gauche et à droite des bâtiments, va regarder le sol. Et en regardant le sol, on va pouvoir identifier des taches de chaleur qui peuvent être révélatrices d'une fuite des réseaux enterrés. Dans les solutions qu'on développe aussi et la contextualisation du territoire, il y a aussi des solutions autour du géoréférencement. Et là, imaginez qu'on peut géoréférencer à peu près tout ce qui peuple nos chaussées, nos trottoirs, les milieux urbains, les poteaux, les panneaux, les arceaux pour vélo, les abribus. Et si je prends l'exemple des arceaux pour vélo, favoriser les mobilités douces, c'est aussi garantir le fait qu'il y a des places de stationnement adaptées au bon endroit, repérer éventuellement des stationnements sauvages de vélos qui peuvent parfois être un peu problématiques. On adresse également, grâce à ces solutions du référencement, des notions d'accessibilité des trottoirs pour favoriser la mobilité, notamment des personnes à mobilité réduite. Et puis enfin, on a des solutions autour de l'univers de l'audit de la voirie qui permettent de fluidifier la circulation. Voilà. Si on se concentre plus sur la composante sociale des collectes de données, j'ai évoqué tout à l'heure la mesure de couverture de téléphonie mobile, l'attractivité d'un territoire, le lien entre les citoyens, la capacité à être connecté et aussi un levier sociétal qui paraît important. Voilà. Où les données sont disponibles chez Geoptis pour des territoires sur lesquels on aurait déjà collecté la donnée ou des collectes à façon en échangeant avec nos clients et partenaires pour aller sur le territoire et collecter la donnée pour répondre à un cas d'usage précis. En termes de tarification, en général, les premières solutions qu'on adresse, comme le géoréférencement, l'audit de voirie, les déperditions thermiques, on est sur des tickets d'entrée aux alentours de 4K €. Voilà. Et sinon, ce sont des tarifications qui sont sur mesure en fonction de la zone d'étude, des données déjà collectées ou du type de collecte qu'on va effectuer. Est-ce que c'est une mesure ponctuelle, récurrente, du monitoring? Ça va être des inducteurs. Voilà. Et si vous souhaitez plus d'informations sur nos solutions, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous remercie. Oui. De Jean-François Panciolelli qui se dit qu'il y a effectivement beaucoup de concurrence dans le secteur et donc il voulait qu'on parle un petit peu des modèles économiques. Donc voilà. Oui. Et c'est-à-dire, si monsieur pouvait préciser sa question. Je pense que l'idée c'était effectivement peut-être voir pourquoi le secteur est autant atomisé aujourd'hui. Le secteur de la collecte de données en territoire ? Oui. Il est atomisé et en même temps, je prêchais pour ma paroisse, mais il y a peu d'acteurs qui sont capables d'aller en tout point du territoire, partout, tous les jours. Nos plus petits clients, c'est une petite collectivité dans l'Est. On a fait une étude sur 6 km. Dans les plus gros clients, il y a notamment le Air Paris avec la région d'Île-de-France, où c'est des véhicules qui circulent tous les jours et parcourent des milliers de kilomètres pour collecter de la donnée. Après, le modèle économique, il dépend aussi de l'usage pour la collectivité. Si je prends un audit de voirie, l'inducteur pour la collectivité, c'est de mieux maîtriser ses dépenses d'entretien de voirie, de gérer des économies, et c'est ce qui, du coup, permet de financer ce type d'études. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que la réponse est donnée. On va repasser. Vous avez peut-être une question dans la salle parce que du coup, sinon, on va repasser en distanciel avec Martin Régnier de l'ADEME. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, du coup, je vais passer les slides à distance. Vous me direz quand vous souhaitez qu'on avance et je vous laisse la parole. Merci Virginie. Bien, allons déjà sur le premier. Il y en aura deux. Bonjour à tous, ravi d'être présent, même si c'est à distance parmi vous. Donc, je me présente effectivement, je suis Martin Régnier. Je suis intrapreneur donc, à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique.
Et donc, je développe un service qui s'appelle Datagir, qui vise à diffuser les données environnementales le plus largement possible auprès des citoyens, des particuliers, mais aussi des collaborateurs. Et on a une offre qui se sépare un peu en deux grandes parties que je vous ai mis sur cette diapo. Tout d'abord, on met à disposition des données, des ressources. Accompagner les services, les applications, tous ceux qui ont des développeurs chez eux, à faire évoluer donc ces services pour intégrer les données environnementales de l'ADEME. Plus concrètement, donc on a plus d'une centaine de jeux de données en open data qui sont accessibles à la fois sur data.adem.fr, mais qui sont aussi répliqués sur data.gouv pour être sur ce gros catalogue qui a déjà été évoqué précédemment. À ces données, on ajoute également côté Datagir du code libre, j'y reviendrai, et puis on apporte de la documentation et de l'expertise pour que de ces données ouvertes, les acteurs puissent s'en saisir et en faire directement quelque chose. Je vais prendre un exemple avec des acteurs de l'alimentation, des applications de type Yuka, OpenFoodFacts, Marmiton, etc., qui ont pris une base de données qui s'appelle Agribalise, qui est une des grosses bases de données de l'ADEME qui parle d'impact environnemental de l'alimentation. Et grâce à notre accompagnement et donc à l'expertise qu'on a pu accompagner, très simplement, c'était l'ingénieur qui est en charge chez nous de cette base de données, on a pu les accompagner pour bien intégrer ces données en open data, enfin bien intégrer, bien comprendre ces données, savoir ce qu'on peut leur faire dire, on peut ne pas leur faire dire, c'est pas des données qui ont été faites exprès pour être intégrées dans ce type d'application, donc il fallait les accompagner. Et donc c'est ça qu'on apporte à Datagir, cette expertise en plus, cette documentation en plus sur les données. Ensuite, deuxième volet, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des développeurs chez eux, mais qui ont quand même envie de pouvoir mobiliser, sensibiliser autour des thématiques environnementales, on propose des petits outils clés en main qui s'appuient toujours sur les données de l'ADEME, mais qui sont cette fois-ci autoportants. Il y en a sur différentes thématiques. Vous les voyez peut-être rapidement donc à l'écran, sur les transports. Vous pouvez comparer un peu les différents modes de transport, avec une petite déclinaison sur le télétravail pour voir l'impact en termes d'émissions évitées du télétravail, sur les fruits et légumes de saison, sur les déchets, que faire de ces déchets, comment trier ces déchets au mieux, tout type de déchets, pas que les emballages, aussi les vêtements, les câbles, les choses électroniques, etc. On a fait un petit convertisseur CO2, en gros, qui permet facilement de passer de tonnes de CO2 à des objets un peu tangibles du quotidien. Peut-être que certains d'entre vous qui rédigeaient des rapports RSE ou qui avaient envie de parler de données environnementales dans vos sociétés, vous êtes bien en peine parfois de trouver des équivalents. Il y a souvent ces allers-retours Paris-New York, mais qui sont finalement pas forcément si parlants. Donc voilà, c'est l'objectif de ce petit convertisseur CO2. Et puis, celui que je garde pour la fin en général, qui est Nogest Climat, qui est le plus complet. Autant les autres donc, sont sur une thématique, celui-là est sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'empreinte carbone ou l'empreinte climat personnelle en tant que citoyen. Donc logement, alimentation, transport, etc. Et après un petit questionnaire de 5 à 10 minutes, on a donc cette empreinte qui est estimée. Et puis on a des actions qui sont précisément adaptées à ce qu'on vient de rentrer pour diminuer cette empreinte qui est la nôtre. Au passage, petit teasing, ça a été évoqué au tout début, il y en a un qui arrivera bientôt sur le numérique en début d'année, voilà, tout prochainement. Donc pour retrouver toutes ces ressources, vous pouvez aller sur datagir.adem.fr, vous verrez tous les simulateurs qui sont là. Et puis si on va sur la deuxième diapo, vous dire qu'évidemment tout ça, c'est pleinement gratuit. Donc c'est le service public. Donc toutes nos données sont en open data, toutes les données de l'ADEME sur lesquelles nous nous appuyons. Toutes les ressources que j'ai mentionnées, la documentation, etc., tout ça, c'est librement accessible. Il y a des webinaires, il ne faut pas hésiter à regarder, ils sont là pour ça. Les replays sont là pour ça. Et puis tous les simulateurs que je viens de mentionner, qui ont en tout plus d'1 million de visiteurs, donc notamment pour Nogest Climat, ils ont tous ces visiteurs parce qu'ils sont évidemment librement utilisables, librement diffusables, mais ils sont aussi encapsulés directement sur tout type de site.
des sites de médias, mais aussi des sites d'entreprises, de collectivités, beaucoup d'acteurs qui intègrent directement sur des pages ad hoc ces différents outils pour toucher leur communauté avec, sur ces thématiques-là. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me contacter via ces adresses ou sur LinkedIn ou directement maintenant si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. On va revenir en présentiel. On va faire un petit switch et on va accueillir Nicolas Berthelot, toujours sur les données de transport. Donc, si vous voulez bien, je vous rends ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très content d'intervenir juste après Datagir parce que Transport Data Gouv est un projet qui, comme Datagir, a été monté par le programme beta.gouv qui fabrique des services numériques pour nombreuses agences et ministères. Et donc à Transport Data.gouv, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accompagne l'ouverture des données sur la mobilité et l'offre de transport de différents territoires en France. Notre travail, donc, c'est un gros travail de normalisation des données, parce que si vous êtes consommateur de données ouvertes, vous pouvez constater parfois que c'est très compliqué d'utiliser des données, surtout qui sont issues de sources hétérogènes. Et typiquement sur le transport, on n'avait pas l'intention de constituer une seule base nationale qui permettrait de renseigner l'information sur tous les modes de transport en France, et on s'est plutôt concentré à accompagner les producteurs à produire des données qui sont homogènes, basées sur des standards internationaux, qui pourront être ensuite facilement réutilisés dans différentes applications de manière durable, pour permettre aux réutilisateurs d'être rassurés sur le fait que les données vont continuer à être publiées dans le même format. Donc, on a différents thèmes de données sur lesquels on travaille. Le premier thème, le plus important, c'est celui du transport public urbain et régional. Donc là, vous pouvez le comprendre, c'est l'offre de transport essentiellement bus, mais également tram, train, qui du coup contiennent des informations en fait très très riches, qui peuvent aussi bien décrire les points d'arrêt. Donc on va avoir l'ensemble des arrêts de bus qui vont être cartographiés, géolocalisés, sur lesquels on a des informations aussi sur l'accessibilité de ces arrêts, et également évidemment les horaires de passage des différents véhicules. Donc on peut imaginer que ces données, elles sont utilisées dans des calculateurs d'itinéraire, hein. Elles vont permettre ensuite de définir, quand je vais d'un point A à un point B, quel va être le mode de transport le plus efficace. Mais en fait, on peut aussi imaginer d'autres cas d'usage, hein. La position des arrêts de bus, ça peut permettre de qualifier la valeur d'un bien en disant ici, il y a une bonne offre de transport, cet endroit, ça a potentiellement plus de valeur. Donc, c'est des données riches, donc il ne faut pas hésiter à s'en emparer, y compris si vous n'êtes pas forcément spécialisé dans les transports. Donc aujourd'hui, notre travail, il a permis d'arriver à rassembler les données de plus de 230 réseaux de transports locaux et également 15 réseaux régionaux complets. On a également l'offre de transport de quatre compagnies de bus à longue distance, qui sont donc les fameuses grandes compagnies type Blablabus. Et ensuite, on a les réseaux évidemment nationaux, hein, TGV, Transilien, TER. On a un tout petit peu d'offres de transport aérien sur lesquelles finalement il y a encore assez peu de choses. C'est des données encore pas tellement ouvertes. Il y a quelques API qui existent, mais on a encore un travail à mener sur la publication de ces données. En revanche, on avance beaucoup sur le transport maritime, où il y a de plus en plus de sociétés qui publient leurs données de manière standardisée et ouverte. Et ensuite, on a 3 grandes bases nationales qui concernent les lieux de stationnement, donc les parkings hors voirie en France, les aires de covoiturage et les bornes de recharge électrique. C'est des bases qui sont alimentées par des fichiers qui sont publiés localement, et elles ont tendance à bien grandir. Par exemple, là, je vois que sur les IRVE, j'avais noté 4050 bornes et finalement, on est plutôt à 8000 désormais. Donc, on est plutôt sur une phase de croissance de ces bases de données. Et une dernière base qui est très importante d'être mentionnée, c'est celle des aménagements cyclables. Donc, on a une grande base de données qui rassemble tous les aménagements cyclables en France, qui va être alimentée à nouveau par différents acteurs. Et on a fait un gros travail cette année pour cette ouverture. Et donc ça, c'est pour le volet des données théoriques, qui sont des données qui permettent d'avoir de l'information
a priori ce qui est présent. On a également des données temps réel qui permettent de savoir vraiment à quel moment va passer le prochain bus. C'est le cas pour 63 réseaux désormais en France. Donc aussi, on a une grosse activité sur ce thème-là. À nouveau, dans des formats standardisés. Ici, c'est le format GTFS-RT. Et des réseaux de vélos en libre service. Ici aussi, on a pas mal d'activités ces derniers temps parce qu'on avait des réseaux de villes essentiellement et désormais, on a également les offres de trottinettes, de sociétés comme DOT qui désormais partagent leurs données en open data sur la position de leur flotte. Et j'en viens du coup aux conditions d'utilisation. Je ne vais pas m'étendre tant que ça, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de parler des conditions d'utilisation de l'open data. C'est quand même essentiellement libre de réutilisation et il y a très peu de conditions qui pèsent sur le réutilisateur. Néanmoins, nous, on est dans un cas où on utilise la licence ODBL pour l'ouverture de nos données. Donc, évidemment, on est libre de partager, créer et adapter les données avec cette licence. En revanche, il y a certaines contraintes qui pèsent sur le réutilisateur, celle de citer évidemment la source des données. Ça, c'est le cas également de la licence ouverte. Mais elle ajoute une condition, c'est le fait de repartager à l'identique si des modifications sont apportées aux données. Et à ce moment-là, des acteurs comme par exemple Google Maps qui réutilisent nos données repartagent des données améliorées sur le réseau d'Île-de-France Mobilité dans leur mention légale et permet du coup de faire monter en qualité les données. Alors nous, on encourage également la coopération entre les réutilisateurs de données et les producteurs pour faire remonter potentiellement directement les améliorations qu'ils aimeraient qui soient apportées aux données. Donc là-dessus, on essaie de fluidifier les échanges. Ça peut se passer par Slack, ça peut se passer par des échanges de mails. Et on est très heureux de cette communauté qui fonctionne très bien et qui continue de grandir. Alors, on a une petite question de Julia Caputo, mais vous en avez déjà parlé, mais sur les données de transportdata.gouv, sont-elles ensuite reversées dans OpenStreetMap? Vous en avez parlé un petit peu. Alors, nous, on ne reverse pas directement les données dans OpenStreetMap. En revanche, c'est fait par la communauté et la plupart des données qui sont présentes sur Transport Data Gouv sont également retrouvables sur OpenStreetMap. Et là-dessus, on est d'autant plus proche sur la communauté OpenStreetMap qu'on collabore désormais sur tous les thèmes vélo. L'ensemble des données qui sont présentes dans Transport Data Gouv sont cette fois-ci synchronisées avec OpenStreetMap. Et une dernière question, avez-vous une offre premium pour les entreprises? Alors non, on n'a pas d'offre premium. En revanche, je n'ai pas cité le fait qu'on a également, on incarne d'une certaine manière une expertise sur les données disponibles et qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour bien connaître l'ensemble des données disponibles et on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Et ah oui, c'est vraiment un volet très important, c'est le fait qu'on travaille énormément avec les réutilisateurs de données. C'est vraiment au cœur de notre activité. On ne veut pas ouvrir de données qui ne sont pas utiles. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter non seulement pour mieux connaître ce qui est disponible, mais également revendiquer, demandez-nous des données. Ça rentre dans notre roadmap qui est essentiellement dessiné par nos réutilisateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Oui, bravo, bravo. Merci. On repart à distance pour parler d'open data avec le CEREMA, avec Monsieur Alouche, si vous m'entendez. Oui, bonsoir. Et vous me direz, je passe les slides à votre place. Voilà. Très bien, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, oui? Oui, parfaitement. D'accord. Bien, on peut commencer avec le diaporama. Donc moi, je suis directeur délégué à la supervision générale des données au CEREMA, qui est un établissement public attaché à la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et je vais vous présenter très rapidement quelques exemples, quelques échantillons d'open data. Voilà, donc les principes qui guident l'action d'ouverture des données au CEREMA sont assez simples. C'est de répondre aux obligations légales qui s'imposent à un établissement public comme le CEREMA, donc notamment le Code des relations du public avec l'administration d'une part, et depuis de nombreuses années maintenant, les dispositions prévues par la directive Inspire européenne sur les données liées à l'environnement. Donc cette ouverture nous est un peu imposée dans la plupart de nos interventions, de nos productions. Et on a deux modes d'ouverture, un mode assez brut qui vient offrir, je dirais, sur l'étagère un certain nombre de jeux de données et des données un peu plus riches et qu'on essaye de contextualiser par des cas d'usage.
qui passe notamment par de la data visualisation. Et donc, ces intentions d'ouverture, à la fois brutes et à la fois, je dirais, habillées, couvriront à terme de toute façon, mais couvrent aujourd'hui la plupart des 6 grands domaines d'activité du CEREMA, l'aménagement, le bâtiment, la mobilité, les infrastructures de transport, le littoral et la mer, et l'environnement. Voilà, donc je vais très rapidement présenter quelques exemples. Il y en aura d'autres dans les prochains mois. D'ici 2023, on aura deux gros sujets autour des ouvrages d'art et du bruit des infrastructures. Et puis dans l'immédiat, donc, je vais me concentrer sur des données de trafic, de friches et notamment de consommation d'espace. La plupart des autres données brutes ouvertes sont disponibles sur des plateformes dédiées à cette structure Open Data, dont j'ai mis les 2 adresses en bas de la slide, donc cdata.cerema.fr pour notre propre plateforme, et on alimente également le site de data.gouv.fr sous la bannière CEREMA. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, concernant les trafics, durant l'année 2020, toute la période de confinement, il y a eu tout un travail de mesure de l'impact sur l'activité, enfin sur le trafic du confinement, qui nous a amené à consolider et à réunir des tas de données provenant de tas de gestionnaires, d'exploitants, que ce soit des collectivités ou des entreprises privées, pour consolider donc ces données de trafic à l'échelle nationale, voire régionale, voire départementale pour les données les plus fines. Toutes ces données ont été rassemblées, mises en qualité, et donc sont ouvertes aujourd'hui avec une licence Etalab complètement ouverte, sauf pour les données qui, évidemment, d'origine seraient marquées de contraintes, de restrictions à cette ouverture, notamment des fournisseurs du monde privé. Donc, la plupart de ces données sont en open data, elles sont documentées et elles sont mises en scène, d'une certaine manière, par une data vise assez interactive, que vous pouvez consulter à l'adresse qui est indiquée ici et que vous retrouverez quand les dépôts vous seront fournis, que vous pourrez activer et consulter directement par vous-même. Donc j'ai fait une copie d'écran pour donner un aperçu de cette liste, mais ça reste un site beaucoup plus riche que ce qui est présent sur la diapo. Merci pour la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc je passe au sujet des friches. Dans le cadre du plan de relance, il y a tout un fonds dédié à la mise en valeur des friches, qui sont des terrains qui sont amenés à être constructibles par la suite. Et donc, ça passe par un inventaire à l'échelle nationale qui se veut à terme contributif, cet inventaire, c'est-à-dire avec des participations à la fois de tout un chacun, des collectivités et de différents acteurs du domaine du foncier. Donc, cet inventaire vise à une exhaustivité à terme pour connaître, avoir une cartographie la plus à jour et la plus fiable possible, de façon à pouvoir opérer des opérations immobilières en logement social ou différentes autres opérations. Donc, c'est une donnée qui, là aussi, est construite à partir de données existantes, mais qui sont assemblées, corrigées, mises en synergie, venant de différents fournisseurs, dont les données fiscales pour grosse les données BRGM pour les données BASIAS, par exemple, mais aussi des observatoires locaux qui sont des établissements publics fonciers ou des structures un peu apparentées. Donc ces données sont ouvertes également dans la mesure du possible. Certaines sont à diffusion restreinte, mais on essaye d'ouvrir tout ce qui peut être ouvert avec toujours pareil, le principe d'une licence ouverte Etalab. Donc vous trouverez l'ensemble de ces données et la mise en scène DataVis qui va sur le site cartofriche.cerema.fr. Et puis par ailleurs, sur le site internet du CEREMA, vous trouverez toute une documentation qui contextualise un petit peu ce projet, qui est encore en mode bêta, dans une version en tout cas, une première version qui est amenée à évoluer fortement dans les mois et dans les années à venir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Sur le sujet de l'artificialisation, là encore, à la suite de l'apparition de la loi sur la biodiversité, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et d'instruments de mesure
sur l'artificialisation, sur la consommation d'espace, sur la préservation de la biodiversité. Et donc, le CEREMA a été amené, dans le cadre d'une commande du ministère de l'Écologie, à développer un observatoire qui permette année après année, de mesurer statistiquement la consommation d'espace à la commune en s'appuyant sur la connaissance profonde, je dirais, des fichiers de la matrice cadastrale qui recèlent un certain nombre d'informations qu'on peut interpréter pour mesurer cette consommation d'espace. Donc là encore, vous pourrez connaître un petit peu les développements qui sont faits dans le cadre de cet observatoire, des 1000 adresses pour en savoir plus, et pareillement que pour les cas précédents, accéder directement aux données sur le site du ministère que le CEREMA entretient et conjointement avec l'IGN qui apportera des données sur l'occupation du sol à grande échelle le moment venu. Toutes ces données d'artificialisation s'appuient sur des données foncières. Donc, ces données foncières d'origine fiscale, de la DGFiP, sont également traitées par le CEREMA pour être consolidées, préparées pour un usage facilité à destination des ayants droit, ce qu'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire toutes les structures qui ont conventionné avec la DGFiP et la DGALN du ministère pour en avoir l'usage. Donc, tous les établissements publics, les collectivités locales et un certain nombre d'autres acteurs sont ayant droit de ces données fiscales qui ne sont pas anonymisées. Et donc là, pour le coup, on n'a pas de diffusion open data, mais une diffusion à la demande selon un conventionnement bien spécifique. Voilà, donc ces données sont détaillées, renseignées sur le site du CEREMA, datafoncier.cerema.fr. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Et puis, on continuera l'effort d'ouverture à partir de 2023 sur des sujets d'ampleur nationale également, avec un plan ouvrage d'art qui conduira une base de données spécifique sur le recensement complet des ouvrages d'art français. Il y a plus de 20 000 ouvrages concernés. Et puis également un autre observatoire sur le bruit des infrastructures de transport. Voilà, vous aurez dans le diaporama également sur la dernière diapo les adresses pour accéder à notre catalogue de données ouvert voilà, de façon plus générale. Voilà. Et pour en savoir plus, eh bien, je vous invite à me contacter pour soit poser des questions, soit pour, en cas de difficulté d'accès, voilà, vous aiguiller un petit peu mieux que ce diaporama me l'aura permis. Voilà, le principe, c'est de toute façon, pour tout ce qui est open data, gratuité, en licence ouverte étalable, et puis certaines d'entre elles donc, sont d'accès plus restreint. Mais là, je ne sais pas lequel. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, merci. Il y avait une question peut-être dans la salle? Non? On reviendra peut-être après. Merci beaucoup. On va repasser en présentiel et parler des données à risque avec Sequentis. Donc, si vous voulez bien venir, je vous invite à projeter. Merci. Bonjour. Ça marche? Ouais. Pour projeter les slides. Les petites flèches à gauche et à droite. Je l'ai, mais là, je ne l'ai pas. Alors. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, Sequentis, on travaille depuis plusieurs années maintenant sur ce qu'on appelle la solvabilité. La solvabilité, c'est mesurer la résistance, et en particulier des compagnies d'assurance. Mesurer la résistance à ce qui peut se passer pour vérifier si le domaine de l'assurance, si chaque compagnie est suffisamment solide. Jusqu'à présent, on faisait des statistiques. On avait des séries de données historiques, financières, de catastrophes, d'épidémies, de catastrophes naturelles, d'inondations, de tempêtes, etc. Aujourd'hui, on rentre dans un monde où le changement climatique va créer quelque part des nouveaux risques. Des nouveaux risques qu'on ne va pas retrouver dans les statistiques
Et on a la Commission européenne, entre autres, les régulateurs et des entités comme le NGFS, qui travaillent depuis des années maintenant sur ce qu'on va appeler les risques climatiques sur les données financières, sur les investissements financiers. Or, ces risques climatiques, alors l'ADEME en a parlé un peu tout à l'heure, on va trouver le risque de transition. Le risque de transition, c'est de dire l'économie doit changer si on veut rester sous les 2 degrés. Rêvons. Derrière, l'économie doit changer, ça veut dire que des choses vont disparaître, des choses vont apparaître. Ça veut dire que ça, c'est un risque qu'on va trouver dans tous les placements financiers et qu'on ne mesure pas encore vraiment aujourd'hui. On va avoir un deuxième risque qui va être un risque physique. Vous avez vu les incendies en Californie, les ouragans en Floride. L'incendie en Californie, c'est normal. Un tous les ans, c'est anormal. Normalement, c'était un tous les 10 ans, 15 ans. Ces dernières années, c'est un tous les ans. En Floride, les assurances habitation sont résiliées par tous les assureurs en ce moment. Donc, on a également ce risque physique qui va lui-même impacter les placements financiers. Donc, c'est mieux comme ça. Derrière, pour appliquer tous ces nouveaux modèles, on va avoir besoin de données sur les entreprises qui n'existaient pas. Alors, qui existaient, mais de manière totalement disparate, de manière totalement déstructurée. Aujourd'hui, on ne peut plus dire EDF est un électricien, RWE est un électricien. RWE, c'est côté Allemagne. On doit dire EDF, c'est 1% de charbon, RWE, c'est 28. Tant qu'on n'a pas cette donnée, on ne peut pas dissocier les risques financiers ou extra-financiers qu'on va trouver derrière. Pardon. Donc derrière, on a commencé à décomposer, à transpariser, comme on dit, les entreprises, en disant, voilà, une entreprise, c'est des usines, c'est des implantations, et chaque usine a des lignes de fabrication et peut en avoir plusieurs. Et là, on va rejoindre une autre réglementation européenne qui s'appelle la taxonomie verte. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est quantifier ce qui peut rester dans le monde de demain. Donc, quantifier ce qui est durable. L'acier recyclé, c'est durable. Le haut fourneau à charbon, ce n'est pas durable. Donc maintenant, quand j'ai une usine d'ArcelorMittal, il faut que je sache comment elle produit l'acier. Et à partir de là, on va pouvoir mesurer de nouveaux risques à partir de ces données entreprises, donc du détail de chaque usine, du détail de chaque process de fabrication dans chaque usine. Ensuite, on va aller projeter les portefeuilles d'investissement de nos clients en géolocalisant toutes les usines et en leur appliquant des modèles. Donc là, il va falloir croiser les données entreprises avec des données de modèles. Des modèles, il y en a plusieurs. C'est dérivé de tous les travaux climatiques. Donc là, je vous ai mis la montée des eaux, j'aime bien ça. Donc ça, c'est toutes les zones côtières qui sont soumises à risque dans les années qui vont venir. Et si vous avez investi dans une entreprise qui a une usine dans cette zone-là, votre probabilité de perte est beaucoup plus élevée que ce que vous pouviez avoir en tête avec des statistiques financières passées. De la même façon, on va aller regarder en fonction de ce que fait chaque société un risque de transition. Donc, en haut à gauche, vous avez les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est quelque chose qui disparaît. Mais ensuite, on a des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Je vais me remettre devant. Et derrière, tous ces modèles économiques vont nous donner eux-mêmes une deuxième vision d'un risque extra-financier. Et tout ça, ça va nous servir à mesurer si les acteurs systémiques, aujourd'hui, le régulateur s'intéresse aux banques et aux assurances. Parce que si une assurance s'effondre, ce n'est pas terrible pour le système, et la banque de la même façon. Tout ce qui est placement financier, gestion de portefeuille n'est pas encore dans ces contextes de nouvelles réglementations. Donc, on passe d'un volume de données sur un portefeuille de placement financier où au départ, on a 1000 lignes, schématiquement pour une assurance de taille moyenne, à un univers qui va nous servir à réaliser ce type de calcul dans lequel on va avoir plus d'1 million de données. Cet univers, on va ensuite le croiser sur des cartes de catastrophes naturelles, sur des risques de transition, donc des modèles économiques. Risque de transition, c'est basé sur l'augmentation de la taxe carbone. Mais les modèles de catastrophes naturelles, aujourd'hui, on a des carrés de 500 mètres sur 500 mètres. Ça fait pas mal de points pour les différents types de catastrophes naturelles. Donc ça, on va aller croiser toutes ces données entreprises avec l'intégralité de ces modèles qu'on va récupérer à côté. Donc,
Nous, on est passé d'un rôle d'agent calculateur finalement à un rôle fournisseur de données, simplement parce que dans ce contexte de nouveaux risques, on ne trouvait pas les données dont on avait besoin pour aller les appliquer. Alors, par contre, nous, on ne fait pas ça en open data. Alors ça, c'est... Hop. Voilà. Donc, notre rôle premier, c'est d'être le producteur de calculs réglementaires pour le compte de nos clients, que ce soit des assurances ou des banques. D'accord ? Donc, on va recevoir leur portefeuille financier, ensuite, on va les traiter et on va aller évaluer ces risques en croisant toutes ces données-là. Donc derrière, on a des accès d'abonnement, on a des traitements de portefeuille financier et des tarifications qui vont dépendre des données qui vont être utilisées. Et au final, nos clients utilisent nos outils sur nos plateformes qui vont leur permettre de manipuler leur portefeuille, de filtrer, de regarder le pétrole, le charbon, le gaz, toutes les composantes et d'essayer d'appréhender ces nouveaux risques extra-financiers qui sont réellement en train d'émerger aujourd'hui. Des questions? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. On va poursuivre avec les données RSE d'entreprise. Et j'invite Decidendo, pour ne pas dire la seule femme intervenante ce soir. Et ça sera bienvenue. Bonsoir Laetitia, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Donc oui, effectivement, alors je suis une femme et je vais parler de data, pas forcément en open data, déjà, effectivement, comme c'est Cantis, mais qui sont vraiment en relation avec l'entreprise. Nous, on s'est attelé à détecter tous les événements qui sont relatifs aux événements qui vont être liés à une entreprise, comme sa politique RSE, sa politique verte. Alors, est-ce que je vais arriver à... Il faut que j'aille dans quel... Ouais. Ah oui, pardon, ouais, d'accord. Voilà. Et donc toutes ces informations, on les détecte à partir de millions de sources, que ça soit de la presse, des informations sur les données publiques. On va travailler, par exemple, tout ce qui est délibération de conseils communaux, de conseils régionaux, et on va s'atteler en fait à relier une actualité à une entreprise, à un sirène, et derrière, on va construire un contenu qui va être une fiche projet détaillée en fait de la politique que mène cette entreprise, avec une fiche société détaillée où on va aller chercher des données autour d'un sirène. Et ces informations sont produites finalement. Oui. Ah oui, pardon. Ces données sont produites avec une équipe de 15 personnes qui est basée à Bordeaux et qui va, donc ce sont des veilleurs, des data scientists qui vont retravailler chaque donnée pour qu'elle soit clairement opérationnelle par un service de documentation dans une entreprise ou même des commerciaux qui vont pouvoir, par exemple, utiliser cette donnée comme un levier business ou pour analyser un territoire et repérer des entreprises qui ont un potentiel et qui seraient susceptibles d'acheter leurs produits, par exemple. Donc, on peut penser aux critères ESG, on peut penser à tout ce qui est investissement en décarbonation, on peut penser à toutes les sociétés qui vont construire une usine et toutes les normes qu'elles doivent respecter. Et donc, c'est toute cette data qui va être retravaillée et concrètement, Decidendo permet donc à ses clients d'accéder aux données sur une plateforme, de la travailler directement en data visualisation aussi, de l'exporter au format CSV ou Excel. Et pour ça, la possibilité, c'est de pouvoir filtrer sur des territoires, sur des secteurs d'activité, sur les thématiques qui vous intéressent, et d'exporter la donnée, donc soit sous la forme d'une liste de sociétés brute, ou alors directement d'exporter une liste d'opportunités où vous avez donc l'intitulé des signaux, le détail, les champs, les montants, etc., qui sont reliés aux sirènes, et ce qui permet après de pouvoir vous l'intégrer dans votre système de données, que ce soit un CRM ou un outil de veille.
Donc, par exemple, ça va être de suivre des événements concernant l'économie circulaire, le financement vert, le fait qu'une entreprise reçoive un label, un prix, qu'elle ait une politique zéro déchet, etc. Donc voilà, Decidento, c'est une société qui a 9 ans et qui est donc basée à Lyon et à Bordeaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pardon, on y va. Oui. Vous voulez bien venir sur scène pour poser la question comme ça Bonjour, merci pour cette Bonjour. présentation. Donc, j'avais une question concernant les sources de données que vous pouvez utiliser pour enrichir votre algorithme. Vos data scientists connaissent-ils la plateforme impact.gouv.fr? Non. D'accord. Donc, c'est une base de données donc en open data justement du bilan RSE donc D'accord. de nombreuses entreprises. Donc c'est une information intéressante pour nous que vous ne la connaissiez pas. Oui, bah, c'est intéressant justement Merci. pour alimenter nos données. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a éludé la question des tarifs, peut-être? Ah Oui, il y en a peut-être. Effectivement, alors Pardon. j'ai passé la slide, mais j'arrivais pas à revenir en arrière. Alors, ah oui, parce que après l'information, donc on peut voir la forme. Bah non, on voit plus. Les tarifs, en gros, pour un fichier de data en export simple, ça va être par exemple dans les 2 500 € un fichier sur tous les événements RSE qu'on a pu détecter sur l'année 2021, par exemple. Et puis après, vous pouvez vous abonner aux mises à jour qu'on va détecter tous les jours, etc. Et soit recevoir ça sous la forme d'alerte, soit une nouvelle version du fichier régulièrement. Et donc, voilà, par exemple, la forme d'un contenu complètement enrichi. Voilà, l'accès à la plateforme. Et puis, bien sûr, tous ces contenus sont APIsés, ce qui permet de les connecter à n'importe quel outil et de les intégrer de façon structurée. Merci beaucoup. Merci. Merci, Laetitia. On va repasser à distance pour parler de l'échange des données avec Dawex. Donc, Laurent, je crois que vous êtes connecté. Je vais passer les slides à votre place et je vous laisse la parole. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Très bien. D'abord, je voulais remercier le GF2I et Denis Berthaud et puis également Cap Digital pour leur invitation. Moi, je vais vous parler de données RSE en vous expliquant le contexte dans lequel on fait émerger des cas d'usage. Et donc, peut-être, je ne sais pas si on voit la présentation. Moi, je ne la vois pas. Très bien, je la vois. Donc, j'ai prévu quelques slides à vous partager pour vous expliquer comment on travaille avec des entreprises ou des organisations publiques pour faire émerger des cas d'usage et ensuite pour vous présenter quelques cas d'usage sectoriels appliqués à l'impact pour la RSE. Donc, dans le slide suivant, en 2 mots pour se présenter et présenter Dawex, on est une entreprise française qui existe depuis bientôt 7 ans et dont la mission est de favoriser la circulation des données. Alors, on parle surtout, nous, chez Dawex, de données industrielles, c'est-à-dire des données qui sont produites par les entreprises et qui sont distribuées ou échangées avec un cadre juridique et des licences de données paramétrées pour que à la fois la propriété intellectuelle soit maîtrisée par le fournisseur de données et les conditions d'acquisition de la donnée soient maîtrisées également par l'acquéreur. Et donc, dans le slide suivant, j'ai voulu vous présenter aussi la dynamique un peu internationale de ces sujets d'échange de données. En 2 mots, à la fois au Japon, on parle de data trading quand on parle d'échange de données, donc de trader cet actif que détiennent les entreprises pour créer de la nouvelle valeur. Également de ce qui est en train d'émerger en Europe avec le futur règlement européen qui s'appelle Data Governance Act, qui devrait être adopté dans quelques jours et qui vise à définir un cadre de confiance à ces orchestrateurs d'écosystèmes d'échange de données pour bien définir leur rôle et responsabilités par rapport aux fournisseurs de données et aux acquéreurs de données. Et enfin, dans le slide suivant, c'est de vous dire en 2 mots que on a une activité qui est de fournir une technologie en marque blanche qui s'appelle Data Exchange Platform, pour que justement des entreprises puissent distribuer ou acquérir de la donnée autour de leur écosystème ou orchestrer un écosystème sectoriel ou sur leur territoire.
et qu'en amont, on travaille avec ces entreprises pour leur fournir une capacité à avoir une feuille de route sur l'échange de données, ce qu'on appelle Data Exchange Advisory, et c'est le résultat de ces missions, j'ai anonymisé dans le slide suivant, où on a prélevé quelques exemples issus de très nombreux secteurs d'activité où on intervient, pour vous présenter quelques cas d'usage liés aux données de RSE. Donc, dans le slide suivant, j'ai pris l'exemple d'un promoteur et gestionnaire d'un parc immobilier dont l'analyse et la cartographie de ces données a démontré différents cas d'usage, aussi bien sur la qualité de l'air pour des organisations qui ont besoin de ces informations à destination d'un public et qui peuvent la collecter régulièrement, voire même en temps réel. Des cas d'usage qui sont liés pour des entreprises qui sont en charge de rénovation de bâtiments, d'avoir des stratégies de proposition de valeur sur l'éco-rénovation beaucoup plus adaptées grâce à ces données de gestionnaires de l'immobilier, ou des entreprises qui sont en charge de la maintenance d'un parc immobilier, notamment sur la partie génie climatique, et qui ont besoin également d'avoir des informations et une cartographie de là où elles peuvent avoir une proposition de valeur plus adaptée, notamment dans le cadre de stratégies de rénovation énergétique. Donc ces cas d'usage émergent de l'analyse des données de ce promoteur, de ce gestionnaire de l'immobilier, en ciblant des entreprises qui ne sont pas forcément directement en relation contractuelle avec cette entreprise qui est la source des données, mais qui peut trouver des débouchés au-delà de son écosystème. Le deuxième exemple, il est pris dans un autre secteur, dans le slide suivant. Donc c'est un réseau d'entretien automobile, un réseau européen. Et ce réseau d'entretien automobile, qui a de très nombreux points de vente en Europe, capte beaucoup d'informations sur l'état des pièces, et notamment des pièces usées au moment de la révision de véhicules. Et ces informations, elles sont importantes pour les opérateurs, notamment de recyclage, qui peuvent eux-mêmes anticiper justement les opérations et leur capacité à gérer le recyclage de ces pièces auto. Ça peut être également pour les industriels pour mieux comprendre le cycle de vie de leurs produits et adapter aussi à des nouvelles générations de cycles de vie de produits, de nouveaux produits, grâce à la connaissance justement des produits et de leurs concurrents, de leurs usures dans le passé. Et puis enfin, pour les autorités publiques, c'est un moyen aussi d'avoir beaucoup d'informations sur finalement qu'est-ce qu'on peut considérer comme recyclable, et surtout d'avoir derrière une capacité à proposer soit des lois, soit un cadre réglementaire peut-être plus adapté à la réalité du terrain grâce à ces réseaux d'entretien automobile. Et puis le dernier exemple, pour aller très rapidement sur le slide suivant, c'est l'exemple de données géosatellitaires. Donc vous savez que notamment en France, il y a un grand plan de relance autour du spatial, et il y a des grands leaders qui ont des capacités de fournir des informations d'observation de la Terre avec des résolutions aujourd'hui extrêmement fines, et qui permettent, notamment dans le cadre environnemental, d'avoir une proposition de valeur pour différentes entités, comme un département et une préfecture, pour identifier les zones à risque, et de préparer des plans de prévention beaucoup plus adaptés et dynamiques dans le temps, ou des autorités administratives en charge de la surveillance des lieux de baignade. Et donc aujourd'hui, avec l'imagerie satellite, on est capable de détecter une concentration de cyanobactéries, de corréler avec des analyses d'eau, qui fait qu'on peut avoir des stratégies d'alerte beaucoup plus adaptées, plutôt que d'avoir des relevés systématiques, y compris dans les périodes où il n'y a pas d'enjeu de concentration de ces bactéries. Mais ça peut être aussi à des fins à destination des acteurs du monde agricole, pour avoir des stratégies beaucoup plus adaptées à l'environnement, et plutôt d'avoir une stratégie d'application de ce qu'on appelle les intrants au bon endroit et au bon moment, plutôt que d'avoir une approche généraliste sur le champ grâce à ces données d'observation de la Terre. Voilà, j'ai essayé d'illustrer avec ces cas d'usage. Je crois qu'il y avait un slide qui suivait, peut-être pour terminer rapidement, pour vous montrer que cette méthodologie, nous, on l'a construit avec des entreprises qui veulent définir à quoi pourraient servir leurs données, avec des ateliers et avec une approche itérative en 5 étapes qui permet d'élaborer, in fine, ça c'est le slide suivant,
des modèles économiques. Alors oui, avec une approche dans leur propre écosystème, à proximité de leur écosystème ou de manière plus distante, au-delà de leur propre métier. Là, j'ai pris un exemple dans le secteur automobile, pour trouver des cas d'usage plus ou moins en proximité avec votre propre organisation. Voilà, et dernier slide, je crois. Non, c'est le slide suivant. Encore un slide. Voilà, et in fine, les entreprises qui nous sollicitent, c'est pour comprendre si elles ont un modèle d'affaires basé sur leurs données, avec leur écosystème, sur la base des cas d'usage, et en définissant s'il y a une feuille de route stratégique à distribuer leurs données, soit avec un modèle économique direct, soit avec la création de nouveaux services en aval de leur activité. Voilà, j'ai terminé pour mon intervention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Une petite question, peut-être une précision sur la tarification qui a été posée, si ce n'était pas clair, si vous avez peut-être des choses à rajouter, ou est-ce que tout est dans le tableau et il faut regarder un peu plus en détail? Je vous écoute. Alors, sur les cas d'usage que j'ai montrés, ils sont à la main de ces fournisseurs de données. Donc, Dawex, nous, on ne commercialise pas les cas d'usage de nos clients. Ce sont des fournisseurs de données que j'ai exposés, présentés, qui, eux, peuvent mettre à disposition ces données à la demande, qui veulent maîtriser qui y accède, puisqu'on parle de données industrielles, de données qui sont directement liées à leur activité et qui ne sont pas disponibles en open data. Donc, évidemment, elles sont commercialisées en compréhension de ce que va en faire la demande. Donc, au cas par cas, il peut y avoir une discussion, notamment sur la partie prix, mais aussi et surtout sur les conditions de licence attribuées à celui qui va les rechercher. Ça peut être vu de manière très différente entre un académique ou une entreprise privée qui a une activité commerciale et sur lequel le contrat de licence peut être complètement paramétré à la demande, entre l'offre et la demande. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Pour le mot de conclusion, j'appelle Antoine Allard et Denis Berthaud qui vont conclure. Et puis, pour ceux qui sont à distance, on trinquera votre santé. Mais voilà, je laisse le mot de la fin pour Antoine et Denis. Merci. Merci beaucoup, merci Virginie, merci à tous nos intervenants et notre intervenante. Un mot rapide de conclusion pour vous dire que ça a été tout d'abord un vrai plaisir de travailler sur ce nouveau rendez-vous des Data et Business Day avec toi Denis, avec toute l'équipe et avec vous que nous avons contactés les uns après les autres pour préparer votre intervention. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne aussi ce soir. Ils étaient nombreux, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de la journée. C'est pas forcément le meilleur horaire pour suivre des événements à distance. Merci d'avoir été là. Un mot pour vous dire aussi que tout ce que nous avons évoqué ce soir fait écho à un groupe de travail qu'on a monté chez Cap Digital, qui est vraiment dédié à l'innovation numérique responsable et qui est brillamment mené par Christine Balaguet, qui est professeur à l'IMT et co-titulaire de la chaire Good in Tech, qui siège à la gouvernance de Cap Digital, avec le soutien de Virginie Giraud, que vous avez vu ce soir, et Bertrand Lejeune, qui nous suit à distance. Je crois que tout ce que vous avez pu partager va pouvoir nourrir les réflexions de ce groupe de travail constitué de membres de Cap Digital qui travaillent aujourd'hui à une meilleure définition des indicateurs et des objectifs à atteindre que l'on peut créer collectivement pour mieux mesurer, on l'a dit en introduction, l'impact environnemental de l'innovation numérique. Et il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là. D'autres le font déjà très bien, mais aussi, et là, il y a certainement une marge de progression encore plus importante à faire sur l'impact sociétal de l'innovation portée par nos adhérents. Voilà, vous rappelez aussi que Cap Digital, c'est un vaste collectif d'innovateurs, plus de 1000 structures membres, dont une grande majorité de startups et des PME, et que nous sommes à vos côtés pour vous aider à développer vos projets innovants, que ce soit au sein de laboratoires de recherche, de startups, de grandes organisations, grandes entreprises ou grandes organisations publiques. On a de beaux appels qui sont en train de sortir dans le cadre du plan France Relance, du plan d'investissement d'avenir. On va bientôt vous inviter d'ailleurs à découvrir l'appel Logistique 4.0 qui fait écho à ce que l'on a vu ce soir, notamment avec nos amis de transportdatagouv.fr et qui est un
un appel à projet lancé par l'ADEME dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. Ça se passera, je vous le dis en avant-première, le 13 janvier prochain. Voilà ce que je pouvais vous dire. En conclusion, merci encore à toutes et à tous et je te laisse la parole, mon cher Denis. D'abord, un grand merci à Cap Digital d'avoir accueilli le projet C'est Data et Business Day. Je voudrais dire que la donnée aujourd'hui est un marché. Alors, ça plaît, ça déplaise, c'est peu importe. C'est la réalité. Il y a une demande, il y a une offre. Il n'y a pas qu'au niveau français, c'est au niveau mondial, évidemment, avec évidemment une démarche et un soutien européen. Mais c'est un fait et je crois que de ce fait qu'il faut acter, on va continuer ces Data et Business Day. Et ces Data et Business Day, ils viennent du constat que fait le GF2I, qui est une association beaucoup plus modeste que Cap Digital, hein, et qui réunit une petite centaine d'acteurs publics et privés. Et on tient beaucoup à cette association du secteur public et du secteur privé parce que chacun détient une bout de la vérité et une bout de la solution. Et les uns sans les autres, c'est difficile, voire impossible. Et on est vraiment sur des groupes de travail qui sont sur tout ce qui est données, intelligence artificielle, ouverture de données et réflexion et préparation des textes qui sont à Bruxelles en ce moment, et dont on a parlé tout à l'heure et qui vont sortir. Donc, il y aura d'autres Data et Business Day sur d'autres thématiques. On va réfléchir avec Cap Digital sur les prochains. Il y aura un cycle, évidemment. Peut-être que dans 3 ans, on reparlera des données vertes. Peut-être qu'on les appellera comme ça. On parlera d'autres données. Il y a plein de thématiques, il y a plein de champs d'investigation. On veut être le marché réel de la donnée, c'est-à-dire où les vendeurs et les acheteurs, il y a un lien physique, pas un lien uniquement de numérique. Tout ne se fait pas dans le numérique par le numérique. L'humain reste au centre. Ce sera ma conclusion. Je vous remercie tous. Bonne soirée et rejoignez-nous pour le buffet. Merci. Bonsoir.